Bonsoir Fleur-Lise. Je suis vraiment très Bonsoir. content de te retrouver ce soir pour qu'on parle ensemble de ton livre, Sortir du sillon de l'abus. C'est pas la Oui, première fois qu'on se rencontre comme ça pour parler de tes livres, hein. ouais, mais peut-être J'ai déjà qu'effectivement on peut se interviewé pour Murmure au cœur d'Alzheimer, pour les leçons de des sagesse perles de de ta sagesse. mère, Perles de sagesse de ta mère. Et là, tu as écrit un livre sur les abus physiques, sexuels, psychologiques. Tu offres 72 leçons de vie que tu as tirées de ton propre parcours en relation avec l'abus. Peux-tu nous dire d'emblée, c'est quoi un peu ton intention? Mhm, Tu as écrit ce livre. mhm, mhm. Tout à fait. Peut-être juste avant, je vais le montrer pour ceux et celles qui le connaissent pas. Mhm. Voilà, donc c'est un livre qui est assez conséquent, hein, donc et c'est un gros livre, mais voilà, il y a c'est écrit gros, il y a de l'espace, il est aéré, donc on m'a dit qu'il était vraiment aussi agréable à la lecture pour ça. Alors oui, alors c'est un livre, je dirais pas que c'est un livre sur l'abus, mais je dirais plutôt un livre sur l'amour et le respect de soi qui est la clé de voûte pour sortir de l'abus, quelle que soit la forme. Donc voilà, il est plus question de guérison dans ce livre, de chemin pour sortir de ce sillon, voilà. Mais effectivement, euh, j'ai entrepris un chemin de thérapie il y a une dizaine d'années. Et quand j'ai commencé ce chemin de thérapie, ce n'était pas du tout pour aller guérir l'abus, j'étais encore dans le déni de ce que j'avais vécu. Je suis allée en thérapie parce que j'avais des problèmes de couple. Et puis à un moment donné, cette merveilleuse thérapeute que j'ai eue m'a posé la question si j'avais subi des abus sexuels dans l'enfance. Et malgré tout le chemin de croissance personnelle que j'avais fait jusqu'alors, on ne m'avait jamais posé cette question, droit dans les yeux. Et en fait, j'ai répondu non, en fait, que j'avais pas vécu d'abus. J'étais encore dans le déni. J'ai nommé ce que j'ai vécu et j'ai dit c'est pas grave. Et là, c'est là que ma thérapeute m'a dit mais c'est très grave ce que tu as vécu. Donc en fait, compte, c'est à ce moment-là, quand j'ai pu moi-même reconnaître que ce que j'avais vécu était grave, que je suis sortie de déni et que j'ai pu commencer un chemin thérapeutique. Vraiment. Donc on reparlera. Et donc, très rapidement, avec cette thérapeute, c'était tellement puissant, fort, percutant, ce que j'apprenais avec elle, que très rapidement, je me suis dit, un jour, j'écrirai un livre avec les leçons de vie que j'apprends. Et je me suis ouvert un petit carnet il y a 10 ans, où je notais quand j'avais une leçon de vie, mais qui me percutait, c'est-à-dire qu'il y a un avant, un après, j'ai une clé de compréhension fondamentale, j'ai un outil de résilience, j'ai un projet de transformation. En tout cas, j'ai de quoi œuvrer. Et donc, j'ai attendu 10 ans pour me sentir suffisamment prête pour l'écrire. Voilà. Donc Un c'est peu l'intention de partager la richesse que j'avais reçue. J'ai eu une thérapeute hors du commun. J'ai aussi eu d'autres compléments thérapeutiques avec d'autres excellents thérapeutes. Et voilà. Et j'ai voulu faire profiter, voilà, pour profiter les gens de ce que j'avais pu apprendre et en le transmettant. d'accord, merci. D'emblée, c'était donc un projet au long cours. Dans le processus même de guérison que tu as vécu, il y avait ce, Ouais. ce projet de partage. On peut dire aussi qu'à partir de là, l'aboutissement, quelque part, c'est aussi comme toute une intégration C'est ça. de ce chemin. Et en effet, je présentais d'abord, au fond, la question de l'abus, mais le sous-titre, hein, c'est bien un chemin d'amour et de respect de Le soi. respect de soi. Voilà. Absolument. Et tu mentionnes cette question du c'est pas grave ou du c'est grave, on y reviendra, c'est la première leçon Ouais. que tu nous proposes. Euh, Ouais. Juste peut-être, je voudrais donner un tout petit peu de contexte pour dire à quel point justement c'est grave. Mhm. Mhm. Euh, je crois que c'est important de s'arrêter juste une seconde sur les chiffres que nous a proposé la CIVIS, la commission d'enquête sur les violences sexuelles. Donc pour parler que des abus sexuels, on estime actuellement qu'il y a 160 000 enfants abusés tous les ans en France, ce qui correspond à 3 enfants par classe à peu près. Et ça concerne autour de 6 millions d'adultes qui ont à
composé avec le fait d'avoir été abusés dans leur enfance. Il se trouve que ça correspond à 74% de ces abus adviennent dans le cadre familial. 85% sont des femmes qui sont victimes. Dans 94% des cas, ce sont des hommes qui sont agresseurs. Et dans 100% des cas, les personnes abusées ont besoin de thérapie, ont besoin de faire un chemin de guérison. Donc, Mhm. je crois que ça pose euh, Mhm. un cadre qui est important. C'est pas que les stars de cinéma, parce qu'on parle beaucoup du cinéma en ce moment, voilà. Mhm. Et ton livre est précieux, semble-t-il, je crois, pour beaucoup d'entre nous. Dans ce que tu partages un chemin de guérison, un témoignage. C'est pas un ouvrage clinique, par exemple, avec une présentation de la clinique. Tu parles vraiment de ton propre chemin. Point qu'il y a des personnes qui t'ont relu et on dit que, par exemple, tu as même quelque chose qui permet de transformer le poison en élixir, que c'est un livre témoin, euh, que c'est que tu offres un chemin de conscience et d'amour pour retrouver le pouvoir créateur, pour sortir de la position de victime. Je veux juste Mhm. positionner tout ça et signaler que tu proposes 72 leçons de vie, mais tu proposes aussi des outils. Tu décris les outils qui t'ont été utiles. Tu amènes des éléments d'information sur la sidération, sur la dissociation, sur la mémoire traumatique. Bref, que c'est un livre très complet. C'est un compte Mhm. de route aussi bien Mhm. pour des thérapeutes que pour des personnes abusées ou des personnes qui soupçonnent qu'elles ont été abusées. Mhm. Mhm. Absolument. Oui, c'est vrai qu'il est riche dans tous ces aspects de description de mon processus thérapeutique, dans des leçons de vie qui sont en fait chacun un thème, une nuance, une porte d'entrée, comme vous avez dit au début. Euh, voilà. Et effectivement, il peut s'ouvrir au hasard ou se lire dans l'ordre. Euh, voilà. Chaque leçon de vie est complète en elle-même. Et chaque leçon de vie commence par un condensé de la leçon. J'ai vraiment à cœur de résumer en 3, 4 lignes. Comme ça, la personne a le cœur, a le message clé. Ensuite, il y a ce développement sur 2, 3 pages, parfois 4, mais ça reste assez court. Et à la fin, un autre encadré qui propose des pas à marcher sur ce chemin d'amour et de respect de soi. Oui, bah voilà, tu peux Je montrer. proposerai comme ça juste pour un Voilà. visuel, voilà, la toute première leçon dont on va parler, c'est grave. Et Oui. donc, voilà, un condensé au début. Très rapide, un résumé efficace Oui. des éléments sur la façon dont tu as reçu cette leçon de vie, dont tu l'as intégrée, Mhm. puis finalement, des pistes de réflexion. Alors, chaque leçon est sur 2, 3, 4 pages. C'est très facilement lisible. Oui. Je dois dire que c'est bien écrit. C'est Oui. agréable à lire, vraiment. Merci. Voilà. Merci. Et ça se termine à chaque fois avec une invitation à faire un pas sur le chemin de l'amour et du respect de soi. Une invitation comme de voir, de regarder quelque chose. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est extrêmement efficace pour Mhm. les. Alors oui, Marie-Ange nous suggère de rappeler la question des portes, puisqu'on en a parlé hors enregistrement. Oui. Chacune de ces 72 leçons est une porte d'entrée Mhm. qu'on peut aussi bien ouvrir au hasard, comme tu disais. Un thérapeute peut prendre ce livre et voir avec la personne qui l'accompagne quelle serait la porte qui l'appelle aujourd'hui. Mhm. Ou nous échangions hors enregistrement tout à l'heure sur le fait que l'ayant lu, on est amené à y revenir parce que à un moment, il y a une porte qui nous appelle et on ouvre cette porte qui appelle une autre. Mhm. Tout à fait. Merci pour cette précision. Ah, ouais, merci beaucoup. Mhm. Mais peut-être que je peux commencer par effectivement cette première leçon qui est une leçon fondatrice. C'est grave parce que bon, tout à l'heure tu as mentionné des chiffres des abus en France. Je ne sais pas si cette commission, la Civise, inclut d'autres abus. C'est que les abus sexuels ou il y a des abus de la violence physique. Il y a aussi toute la question d'abus psychologiques. Euh, Je parlais dernièrement à quelqu'un qui était en train de lire mon livre, qui m'a demandé de pouvoir parler un petit peu avec moi. Et lui, par exemple, l'abus qu'il a vécu,
pas du tout de violence physique ni sexuelle, mais un abus psychologique où euh, son père, quand il était jeune, rentrait dans leur chambre le week-end et faisait lever tout le monde à 7 heures du matin en ouvrant les volets, en disant l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ces enfants-là ont jamais pu faire de grasses matinées. Quand il a eu 13 ans, il lui a dit, toi, tu es fait pour faire telles études, et il n'y avait pas à négocier. Donc, voilà, c'était un abus, des abus de pouvoir. Et là, il me disait, son père est âgé, et chaque fois que son père l'appelle, il se sent toujours intrusé, parce que justement, cette guérison de l'abus n'a pas été faite. Donc, j'ai parlé avec lui pour voir, pour mettre des scènes limites, parce que voilà, c'est important. Mais voilà, l'abus peut être très très large, hein, des parents qui rentrent dans la salle de bain d'ados alors qu'ils sont en train de prendre leur douche ou des choses comme ça. Donc et là, voilà, on va pas décrire ici ce soir tous les types d'abus, mais c'est d'aller regarder ce qu'on a vécu dans notre vie et que bah, souvent on a besoin d'un témoin extérieur pour nous dire que c'est grave parce qu'on a souvent minimisé, banalisé. Et ça, ce rôle du témoin extérieur, que ce soit un thérapeute, un conjoint ou quelqu'un d'autre, est vraiment pour qu'on puisse reconnaître que c'était grave. C'est fondamental. C'est fondamental. Oui, c'est vraiment la porte d'entrée en ce qui te concerne. C'est bien le jour où ta thérapeute t'a dit, C'est mais grave. c'est grave. C'est grave. C'est grave. Et en plus, dans mon cas, quand j'ai répondu, elle m'a dit, donc qui t'a dit que ce n'était pas grave? Ça a été une deuxième question. Moi, dans mon cas, il se trouvait que c'était mon grand-père, lors des abus, qui me disait que ce n'était pas grave, Mm. par exemple. Mais ça aurait pu être, d'autres personnes vivent un autre abus. On leur dit pas ça au moment de l'abus, mais c'est ce qu'ils intègrent pour différentes raisons. Donc voilà, quand moi j'ai pu reconnaître que c'était grave, je suis sortie du déni en me l'appropriant. C'est grave ce que j'ai vécu. Et donc du coup, j'ai pu commencer à cheminer pour guérir, parce que tant que j'étais dans le déni, je ne pouvais pas guérir de l'abus. Je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais il me semble que le c'est pas grave fait partie, en fait, quasiment de l'abus. C'est-à-dire que si on revient au départ, il y a une violence Ouais. et il y a Gilbert Durand, le juge qui présidait la Civis, donnait une définition de la violence, comme quoi c'est Paul Ricoeur qui dit ça nous nie en tant que sujet autonome, ça nous nie dans notre parole, dans notre ressenti. Et donc une des premières traces de l'abus, c'est bien cette violence qui n'est pas grave, qui est banalisée, qui est pas pleinement ressentie. Voilà. Et alors il y a toute cette question de la mémoire traumatique. Euh, tu avais des souvenirs quand... Alors, oui, alors, donc, moi, dans mon cas, j'étais en amnésie traumatique jusqu'à l'âge de 18 ans. Et à 18 ans, il y a des souvenirs qui sont remontés, deux souvenirs précis, très clairs, voilà. Et, et que, bon, à l'époque, je l'avais donc confié à ma mère, mais donc à ce moment-là, ma mère, elle n'était pas là où elle en est maintenant, dans son cheminement de conscience. Puis elle a un petit peu figé sur place quand je lui ai dit, et il n'y a pas eu de parole. Et donc moi, j'ai à nouveau intégré que ce n'était pas grave. Et j'ai relégué ça aux oubliettes jusqu'à 50 ans. Jusqu'au jour où ma thérapeute m'a demandé si j'avais vécu des... Voilà. Alors, on touche justement à une des questions que la Civis, qui s'occupe essentiellement des abus sexuels, qui a une commission qui a œuvré en France pour vraiment faire un état des lieux et faire des recommandations, et signale que le plus gros problème, c'est bien le silence, c'est bien le fait que les choses sont tues, qu'on veut pas en parler dans la famille, qu'on veut pas en parler dans la société, que Mhm. ça dérange, voilà. Mhm. Et il y a cette amnésie traumatique, il y a tous ces gens qui ne se souviennent pas, puis qui ont des symptômes. Voilà. Et tu amènes ensuite une autre leçon qui me paraît très très importante. Tu dis, on est blessé dans le lien et on guérit dans le lien. Est-ce que tu peux nous Mhm. développer ça, s'il te plaît? Mhm. Alors ça, c'est une phrase que m'a dite ma thérapeute un jour parce que un jour j'ai commencé en faisant des séances individuelles avec elle, puis un jour elle m'a proposé de faire du groupe de thérapie, ce à quoi j'avais absolument pas envie. Et c'est là qu'elle m'a dit, ben voilà, tu venais d'une famille dysfonctionnelle où il y a eu l'inceste, mais il aurait pu être d'autres formes d'abus. Et mais souvent, les abus, il y en a une grande majorité qui viennent dans l'enfance et souvent dans la famille, qui est souvent maltraitante, malheureusement, de différentes façons. Donc, elle a dit, on a été blessé dans le lien. Donc,
en venant dans un groupe de thérapie, ça va te permettre de guérir ce lien parce que c'est une famille de frères et sœurs de thérapie. On a fait du travail aussi un peu du style constellation familiale où on joue dans différents rôles, on fait intervenir en mise en situation symbolique des grands-parents, des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, etc. Et que bah, justement dans l'abus, quel qu'il soit, il y a une perte, il y a une cassure du lien et des repères, de la confiance et même de l'amour envers l'abuseur et souvent envers soi. Donc c'est une perte de lien avec soi et avec l'autre. Donc oui, guérir le lien, aller dans des liens qui sont respectueux, des liens qui sont bienveillants, qui sont nourriciers et réparateurs. Et ce lien, c'est aussi le lien avec la thérapeute ou le thérapeute, c'est ce lien Aussi, de confiance qui s'établit, c'est ce lien de support, parce que c'est bien ça. souvent, malheureusement, l'abus est Oui, venu de quelqu'un en qui on avait pleinement confiance, un parent. exactement. Voilà. Exactement. Et puis même, quelqu'un me disait, oui, mais si si tu es abusé par exemple, violé ou par un pur inconnu, ça reste un lien, c'est un lien avec un autre être humain, et souvent on perd aussi du lien avec soi-même. Mm. Alors, j'ai relevé plein de leçons, hein. On pourra sans doute pas toutes les rencontrer, mais j'ai envie de t'emmener sur quelque chose qui est très en lien, justement, en jeu avec le lien, qui est la vulnérabilité. Tu as cette très belle phrase, tu dis récupérer ma vulnérabilité, récupérer 50% de mon humanité. Mm. Euh, Tu viens nous développer un peu ce que tu veux dire? Mm. Mhm. Eh bien, en fait, euh, j'ai commencé ce chemin de guérison des conséquences de l'abus, des traces de l'abus dans ma vie à 50 ans. Mais jusqu'à 50 ans, j'ai mené une vie, en parenthèse, normale. Mais il y avait un endroit de moi qui s'était bien barricadé à la femme forte, etc. Et donc, un jour en thérapie, j'ai eu accès à mes larmes, à mon chagrin abyssal que j'avais vraiment cadenassé. Parce qu'il y a une phrase en anglais qui dit What is buried alive stays alive. Ce qui est enterré vivant reste vivant. Et donc, la peine, le chagrin, la terreur, tout ça, voilà, il y avait un cadenas au-dessus et je pouvais fonctionner. Mais là, ce jour-là, ça a été fissuré et ces émotions intenses ont pu sortir et j'ai pu pleurer, pleurer, pleurer et toucher vraiment un chagrin qui me paraissait abyssal. Et c'est là que ma thérapeute m'a félicité d'aller de m'ouvrir à cette vulnérabilité. Et elle m'a dit cette fameuse phrase, Fleur-Lise, tu es en train de récupérer ta vulnérabilité, c'est-à-dire 50% de ton humanité. Et voilà que j'avais développé beaucoup l'affirmation de moi, mais cette vulnérabilité, celle qui permet aussi de ressentir, c'est la porosité aussi, c'est de sentir la douceur, sentir l'amour pour soi, pour l'autre, etc. Donc voilà, ça a été effectivement un chemin de larmes, mais chemin de larmes accompagné, un chemin de larmes où j'ai appris à m'accueillir moi-même aussi dans ma vulnérabilité. Dans un premier temps, effectivement, j'avais besoin absolument de ma thérapeute, du groupe pour être accueillie, et petit à petit, j'ai appris à m'accueillir moi-même aussi. Mm. Merci, c'est une grande étape de guérison, hein, ça, de pouvoir accueillir la vulnérabilité. C'est ce qui fait, ce qui permet le lien aussi, justement, Aussi, d'entrer en lien. mm. Et souvent, le c'est pas grave va avec C'est cette pas forme grave. de carapace, c'est pas grave, tout ça. Ouais, J'ai perdu une jambe, mais c'est pas grave. ouais. C'est bien. Et tu viens de parler de l'amour. Euh, deux leçons qui m'ont frappé, qui sont très proches dans les termes que tu as amenés. Tu as dit faut ne plus être une mendiante de l'amour l'amour, mais à quel prix? Mm. Ne pas payer le prix, un prix Mm. mesuré pour l'amour. Est-ce que Mm. ce serait une des conséquences de l'abus, ça, que l'amour est est en difficulté? Oui, de l'abus et dans l'abus, j'inclus aussi toute la négligence émotionnelle, le manque de protection, le manque de nourrir l'enfant, de le valider, etc. Parce qu'effectivement, même si on dit, ben, j'ai pas vécu l'abus, rien de ça dans ma vie, mais si on observe dans sa vie qu'on est dans une relation toxique, qu'on n'est pas capable d'en sortir, et puis qu'on est prêt à tout pour être aimé sans se respecter, pour moi, effectivement, c'est une
en tout cas un indice d'une trace d'abus active. En tout cas, dans l'abus, ça peut être aussi, on est à petit, on nous a montré que on n'était pas digne d'amour, donc on se contente de ça. Donc en tout cas, moi, effectivement, ça a été très clair pour moi le jour où ma thérapeute m'a fait voir que j'étais une mendiante de l'amour dans la relation amoureuse dans laquelle j'étais. Ça a été déflagrant parce que cette image, cette métaphore de la mendiante de l'amour, c'était dire oui, mendier des petites miettes d'attention, des petites miettes de câlin, des petites miettes de ceci, cela, mais au prix de 95% de souffrance. Et donc, et c'est là, elle m'a posé simplement la question, elle m'a dit, Fleur-Lise, est-ce que c'est cela que tu veux, être une mendiante de l'amour? Juste la question, moi, ça a été, et je me suis dit, mais non, non, je ne veux pas ça. Par amour, pour moi, je ne veux pas ça. Et donc, je suis sortie de ça. J'ai eu besoin d'être accompagnée. Mais maintenant, si jamais je me revoyais tomber là-dessus, je ferais, je ferais le rectificatif parce que c'est pas ça que je veux pour moi. Et voilà, qui est la même leçon que l'amour à n'importe quel prix, quoi. À quel prix? Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as dit par amour pour moi, et si je me souviens bien, la 72e leçon, c'est m'aimer. Hein. Donc, on dirait que là, il y a comme une leçon qui est modulée de toutes sortes de différentes façons. Oui. Chaque leçon de vie amène un éclairage sur cet amour de soi. Mais effectivement, la 72e leçon, je l'ai consacrée à c'est quoi s'aimer concrètement pour moi, qu'est-ce que c'est s'aimer? L'amour est au cœur de tout ce chemin. Hein. Tu le dis bien, chemin d'amour, de respect de soi, de conscience. Et d'ailleurs, j'étais frappé que tu amènes l'amour à un autre endroit. Quand tu mentionnes, j'ai gardé le secret par amour. Hmm. Au moment où tu vas parler juste après de comprendre la loi du silence, de comprendre pourquoi on a gardé le silence, pourquoi la loi du silence importe. Mais Mhm, gar- mhm. garder le secret par amour, les personnes abusées gardent le secret par amour. Alors, je veux bien que tu répètes ta question parce que ça n'a pas bien. Dis-moi. Les personnes abusées Ah, gardent le secret par amour. je sais pas les autres, mais moi, Toi, euh, il y a une partie de moi qui l'a fait par amour de pas mettre les abuseurs en porte-à-faux, par amour de pas briser la famille. Euh, oui, et puis pour moi, effectivement, le jour où j'ai pris conscience de ça, c'est monté vraiment de mes profondeurs, cette révélation. Ça m'a apaisée aussi. Ça m'a apaisée, parce que je me dis, ouais, j'étais cet être, cet enfant, cet être d'amour aussi. Donc oui, c'est une des raisons, mais on garde le silence pour plein d'autres raisons, par peur, par menace, par manque de soutien, manque d'écoute, parce qu'on ne croit pas. Il y a plusieurs choses. Oui. oui, mais je me suis arrêté sur celui-là parce que je pense que ça peut concerner beaucoup de gens et ça me paraissait important que ce soit, D'accord, ok, que tu puisses, d'accord. que tu le Je peux pas le partages. généraliser, mais peut-être qu'il y a un endroit, ça peut être chouette aussi, effectivement, de se le dire, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en veulent de ne pas avoir parlé, et puis de dire, ben voilà, c'était, soit par amour ou parce que j'en avais pas les moyens, tout simplement, à être en tendresse et en bienveillance, en accueil pour soi, quoi, d'avoir gardé le secret jusque-là, parce que ça demande beaucoup de courage, ça fait, quand on sort ça dans la famille aussi, ça crée des tsunamis, des effondrements familiaux, on peut se prendre beaucoup d'agressivité ou d'indifférence. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais à un moment donné, par amour pour soi, on sort du silence. Voilà, il y a vraiment oser sa vérité. Je crois que Oui, tu le nommes à un moment, c'est une des leçons de vie, c'est oser oui, sa vérité, oser le dire. oui. Il faut préciser aussi, j'ai relevé qu'il y a trois leçons qui parlent de pardonner. Euh, Mhm. tu as dit pardonner à ma mère de n'avoir rien vu, pardonner à l'abuseur, me pardonner. Voilà. Mhm. Hein, c'est peut-être encore des étapes très importantes dans ce processus de guérison. Donné. Oui, c'est des étapes importantes, mais qui viennent pas en début de chemin. Mhm. Mhm. C'est-à-dire que il m'a fallu prendre la mesure des conséquences des abus dans ma vie. J'ai pu, en chemin thérapeutique, exprimer beaucoup de colère, de la sortir avec la voix, avec l'énergie de la colère. J'ai pu pleurer parce qu'il y a un endroit aussi qui est extrêmement triste
que pour un enfant, quand ça se passe dans la famille, toute cette trahison, cette déception, euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Souvent, l'enfant arrête de s'aimer lui-même aussi quand il est abusé. Mhm. Arrête parfois, pas toujours, d'aimer son abuseur, mais ça aussi. Et puis d'arrête de s'aimer. Et donc, c'est plein de chemins de réparation, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Et j'ai été vraiment accompagnée finement pour faire ce chemin de pardonner à l'abuseur. Et ça s'est fait sur plusieurs étapes. Plusieurs étapes. C'est d'aller toucher à l'endroit si je nomme là ici mon grand-père, de l'endroit en lui qui, avant qu'il soit un abuseur, qu'il avait été aussi un enfant qui avait été probablement abusé, et puis donc de toucher à un moment donné l'essence de la personne au-delà de l'abus, et de me dire qu'il y a eu aussi quand même de l'amour pour moi, même si cet amour s'est mélangé avec de l'abus. Et puis surtout, moi, dans ce chemin de pardon, c'est de retrouver, moi, ma source d'amour, toute ma capacité à aimer, parce que tant que c'était fermé, je me privais aussi de retrouver une partie de ma capacité à aimer. Mhm. Voilà. Donc, On s'entend hein, que le pardon, c'est presque plus un aboutissement enfin, mm, du chemin. Hein, c'est ouais, quelque chose qui survient ouais, naturellement à un certain moment après beaucoup de travail de conscience, mais ça se force pas, ça ça se ne porte pas. s'exige pas, ça ne se demande pas. Mais il y a ce point très important que tu mentionnes, me pardonner. Parce que Oui. finalement, tu t'en es voulu, tu avais quelque chose à te pardonner. J'avais à me pardonner d'avoir arrêté d'aimer, Hmm. d'avoir fermé mon cœur, d'avoir, voilà, c'était essentiellement ça. Oui, ouais. Alors, il y a une leçon comme ça que tu amènes où tu parles de respirer avec la petite Lison, Ah, respirer avec l'enfant intérieur. mm. Peut-être justement, je l'entends là comme renouer le contact avec cet enfant, mais Ah peut-être oui. parler Mm, de ça, de l'importance de cette respiration, puisque tu le nommes comme quelque chose de, mhm. de très important sur le chemin d'être capable de respirer avec ce qui est là. Oui, alors bon, là, ça touche deux choses. Cette leçon, effectivement, on n'a pas encore parlé de l'enfant intérieur, mais donc, j'en Mhm. parle dans beaucoup de leçons, en tout cas, le chemin de guérison de mon enfant intérieur. La petite Lison, c'était mon surnom, Lison. Celle que j'étais, qui, quand j'étais enfant, qui a vécu ça, et c'était même cet enfant intérieur qui allait dans cette relation amoureuse toxique adulte aussi. Parce que l'enfant intérieur, s'il n'est pas été guéri, il ne sait pas dire non à l'abus. C'est l'adulte en moi qui doit dire non à l'abus, qui doit protéger, etc. Donc elle s'accrochait à une relation toxique. Donc vraiment, il a fallu que je guérisse ça. Mais donc j'ai eu toute une phase où j'étais en contact avec ces blessures, ce désespoir, ce manque, ce vide émotionnel aussi, parce que voilà, il y avait plein de choses, parce que bon là, il y avait aussi tout mon passé d'enfance, une famille dysfonctionnelle comme beaucoup, il y en a. Et un jour que j'étais en contact avec l'angoisse de ma petite et que j'étais pas capable de l'apaiser, ça me submergeait. Euh, j'ai fait appel et ma thérapeute partait pour 2 mois de vacances. J'ai fait appel à un autre thérapeute. Je lui ai écrit, j'ai demandé un rendez-vous en urgence et il m'a répondu ceci. Il m'a dit, en attendant de notre rendez-vous dans une semaine, je t'invite à respirer avec ta petite Lison. Parce que je lui avais dit quelques mots là-dessus. Et il m'a donné une clé qui m'a soulagée parce que si j'arrivais pas à apaiser ma petite illusion, c'était trop compliqué, je pouvais juste la visualiser, je la prenais dans les bras et j'avais juste à la prendre contre moi et à respirer avec elle parce que respirer, ça, je sais faire. Et donc, j'étais dans quelque chose où j'étais capable et juste de respirer, bah voilà, c'était comment dire, un médicament d'urgence, si je peux dire, mon premier geste de premiers soins. Et donc, quand on vit des angoisses, des choses comme ça peut être quand il y a une angoisse, c'est souvent l'enfant intérieur ou une partie de nous, en tout cas, qui est angoissée. C'est juste de dire, bah, je respire avec toi. Hmm. Je respire avec elle, voilà, ou soit on la visualise, soit on prend un coussin dans les bras, et donc de respirer. Ouais, c'est une clé essentielle.
Et il me semblait que c'était important de la nommer, pour Oui, parce qu'elle est très simple, elle est accessible à tout le être monde. accessible à Ouais. tout le monde. Et on peut la mettre en relation avec deux autres leçons dont tu nous as parlé, que tu as mis dans ton livre, où tu parles de se laisser traverser par la vague de l'émotion et de trouver la tranquillité au fond de l'abysse. Est-ce qu'on serait là aussi dans des aboutissements du travail ou est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu peux en dire? Oui, alors ça, c'est une des avant-dernières leçons. Euh, donc, c'est les plus récentes dans mon vécu. Celle-ci, elle date d'il y a 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi. Euh, j'ai traversé un deuxième deuil amoureux. Mes deuils amoureux m'ont fait beaucoup cheminer. Du coup, ils ouvrent des espaces qui ont encore besoin d'être guéris. Et donc, j'étais dans un chagrin profond. Et là, bon, c'est vrai que j'ai eu cette chance. J'ai fait appel à une personne qui m'a fait un accompagnement à distance, en visio, avec le chant, la musique et la prière. Et c'est vrai qu'il m'a guidée par cette visualisation et cette notion du gap, comme on dit en anglais, qui est un fossé que moi j'ai traduit le fond de l'abysse tranquille, c'est-à-dire que je voulais sauter de la rive de la souffrance à la rive de la guérison tout de suite. Et il m'a dit, mais va te poser tranquille au fond de ce gap et accueille ton émotion. Et c'est ça, c'est là où la guérison se fait. C'est quand tu donnes de la présence à cette partie de toi qui a besoin de toi, qui a besoin de ta présence, de ta douceur, de ta tendresse et de ton accueil. Chose que je fuyais encore, même après toutes ces années de cheminement, parce que là, j'étais à nouveau dans un grand, grand besoin intense. Et donc, cette image de cette notion du gap, d'aller me poser au fond tranquille et d'accueillir ces parts souffrantes comme des petits enfants qui ont besoin juste d'être rassurés quand ils pleurent ou quand ils sont en colère. Moi, c'était des pleurs. Et ça m'a apaisée dans toutes mes profondeurs et ça m'a donné une clé fabuleuse que j'utilise quand je retraverse des moments de difficulté, d'émotion. Voilà. Je vais me poser tranquille au fond de l'abysse avec la partie qui appelle à ce que je la rencontre et que je sois là pour elle. Merci, c'est encore une fois, ça peut être précieux pour beaucoup d'entre nous d'entendre. Mm. Et on peut mettre en relation ce que tu dis là avec une des leçons de vie que tu amènes. Tu nous parles de la beauté de l'effondrement. Mm. Beauté de l'effondrement, que j'ai envie de mettre un peu en lien avec m'accueillir avec mon chagrin. Mais la beauté Oui, de l'effondrement, c'est oui, beau l'effondrement. ah oui. Ben, je le savais pas avant que c'était beau, jusqu'à temps que je le découvre. Et en fait, toujours dans ce deuxième deuil amoureux, il y a 2 ans et demi, 3 ans, ça a été très intense, hein, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y a beaucoup de leçons de vie de la fin qui sont en lien avec ça. J'étais effondrée de chagrin et je me suis jugée et je me suis dit, Fleur-Lys, t'en es encore là, après tout ce chemin de thérapie, à t'effondrer comme ça. J'étais vraiment très, très dure avec moi-même. Et, euh, et je suis tombée par un curieux hasard sur un texte de Stéphane Schillinger qui s'appelle La beauté de l'effondrement. Et juste le titre, La beauté de l'effondrement, puis en 2 mots, c'est ça, c'est que l'effondrement est juste magnifique, c'est une étape nécessaire. C'est presque, c'est une étape, j'appelle ça le chemin de compostage, quoi. C'est-à-dire, je me suis effondrée pour me rencontrer à un endroit de vulnérabilité extrême et pour pouvoir me reconstruire. Mais je peux mieux me reconstruire parce que je me suis effondrée aussi, parce qu'il y a eu besoin. Quand on s'effondre, on ne décide pas, ça s'effondre. Donc, étant qu'être là, ben, justement, ça fait partie de ces leçons où j'ai appris justement à accueillir cet effondrement. Et on privilégie la force, on tient, voilà, mais non, l'effondrement, bien accompagné, ce n'est pas de se plaindre sur soi et tout ça, c'est juste un constat de, Ouah, j'en suis là, je suis effondrée maintenant, ici, maintenant. Je suis là tel que je suis, Exact. avec tout ce que je suis. Et alors, tu mentionnes ce jugement que je crois nous concerne tous et toutes, surtout quand on a un peu travaillé sur nous, puis qu'on en arrive tout d'un coup, on se dit, quoi, j'en suis encore là? Tu en es encore là? Et tout d'un coup, on se tape dessus. Ouais, on oublie que c'est un chemin circulaire, pas un chemin linéaire, Oui, en spirale, oui, spiral. Puis tu me dis oui. quelque chose qui, je crois, est très important et utile, c'est comment tes relations
amoureuses, tes relations d'amour, peut-être pour être plus large, t'ont fait travailler dans l'instant présent. Il y a l'abus il y a longtemps, des séquelles, mais tu nommes comment justement tes relations dans les dernières années t'ont fait travailler et t'ont livré des leçons de vie, t'ont éclairé aussi des choses sur ce chemin d'abus, enfin de confiance par rapport à l'abus. Euh, Parce que pour moi, en résumé, quand on a vécu l'abus, il y a une perte d'amour et de respect de soi. Donc en fait, après, peu importe quels ont été les abus, tout ça, moi je regarde dans ma vie, c'est quand les moments où je me manque d'amour et de respect de soi et comme tu dis, c'est une finesse d'écoute, hein, ça se raffine, c'est dans des détails, après dans des subtilités. C'est vrai qu'il y a des choses gros comme comme on dit au Québec, gros comme un bras. Par exemple, je retournerai pas dans une relation avec un narcissique. Bon, parce que j'en ai pas envie. Donc là, c'est gros, je le repère et voilà. Mais il y a des choses qui sont plus fines. C'est ce que je me... Et on peut se poser cette question, ah, si je m'aimais vraiment ou si je m'aime vraiment, est-ce que j'accepte cette situation? Est-ce que ça dit un vrai, franc oui, ou il y a des hésitations, des choses pas claires qui ont besoin d'être clarifiées? Euh, en tout cas, on doit tenir compte de nos hésitations et tout ça. Et donc, ouais, est-ce que c'est vraiment ça, m'aimer? Faire ceci ou ne pas faire cela? Et donc, voilà, souvent, je me pose cette question-là et ça m'aide. Ça m'aide à voir où j'en suis. Hein. Donc, c'est un chemin euh, de présence et de conscience qui a pas de fin, je dirais. Mais plus ça va, plus la vie est belle par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que plus ça va, plus je m'aime et je me respecte. Mais c'est en continu, parce que la vie me présente régulièrement des situations. Voilà. Et ça s'affine. et ça Ouais. s'affine et ça se raffine. Et Puis des finalement, fois, oui. Et des fois, m'aimer, parce que comme je dis dans la 72e leçon, je m'étais ouverte un cahier qui s'appelle M'aimer. Et régulièrement, j'ai écrit dedans, m'aimer, c'est quoi aujourd'hui? Et puis des fois, m'aimer aujourd'hui, c'est peut-être de me prendre une journée et juste d'aller m'allonger dehors au soleil. Des fois, m'aimer, ça va être de revenir sur une décision parce que j'ai le droit de changer d'avis, parce que cette décision, cet engagement ne me convient plus, d'avoir une conversation courageuse, ça va être ça m'aimer. Une autre fois, c'est d'aller chercher du soutien. Une autre fois, c'est sortir de la solitude. Une autre fois, m'aimer, ça va être peut-être aller dans la solitude parce que j'ai besoin de me retrouver. Donc, c'est très large, c'est très varié et c'est vivant, ça bouge. ça ramène donc vraiment l'amour comme étant la question qui est au centre, en commençant par l'amour de soi, donc l'amour avec soi. Tout à l'heure, on parlait de la mendiante de l'amour, on parlait de payer un prix démesuré pour être aimé, et justement quand on arrive vers la fin des leçons que tu nous proposes, on trouve j'ai le droit à l'amour, on trouve quitter la solitude pour aller dans le lien. Donc on retrouve ce que tu disais tout à l'heure, on a été Mhm. poussé dans le lien, c'est dans le lien qu'on se guérit. Mhm. On trouve prête à aimer et m'aimer. Donc dirais-tu que tout ça, en fait, finalement, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour avec toi-même? C'est, Je dis amour et respect de soi parce que c'est très important. C'est sûr que le véritable amour, on se respecte. Mais comme il y a encore beaucoup de confusion autour du mot amour, pour moi, je lis toujours les deux, amour et respect de soi. Si je m'aime, je me respecte. Et si je me respecte, ça veut dire que je m'aime. Donc, des fois, quand on sait pas trop c'est quoi s'aimer, regarde, est-ce que je me respecte en faisant ceci ou cela? Ou en ne faisant pas ceci ou en ne faisant pas cela. Donc, j'aime bien lier les deux. J'aime bien lier les deux. merci. Merci, important cette alliance, bien sûr, tu me soulignes quelque chose d'important. On a traversé un peu les leçons de vie. Il y aurait encore plein de choses, hein. J'en ai effleuré juste une vingtaine parmi les 72 et il y a plein de choses. Puis chaque leçon de vie, en plus, est ciselée, je dirais. Il y a vraiment tu amènes aussi beaucoup d'éléments à travers le récit de ton chemin et à travers des annexes. Et j'en ai relevé deux qui sont particulièrement intéressantes. Une où tu parles de la sidération, de la dissociation et de l'amnésie traumatique ou de la mémoire traumatique. Tu en dire quelques mots? Alors, oui, alors peut-être juste pour dire que effectivement le cœur du livre, il y a les 72 leçons. Ensuite, il y a une petite deuxième partie où je parle de mon processus thérapeutique avec les différents outils thérapeutiques avec lesquels j'ai travaillé. Et il y a une riche section d'annexes, il y a 9 annexes. Donc,
cette annexe-là, c'est l'annexe 8. Ce ne sont pas, c'est pas moi qui a écrit là-dessus. J'ai pris essentiellement les propos de la psychiatre Muriel Salmona, dont je recommande les vidéos et tout ça. Vous pouvez aller sur Internet, à son association aussi. Parce que moi, je décris, mais dans mes mots à moi, comment j'ai vécu ce phénomène de sidération, de dissociation et d'amnésie que j'appelle l'amnésie de survie. C'était mes mots à moi. Donc ça, voilà. Mais après, j'ai senti que ça serait bien que j'amène un peu plus d'éléments. Donc, j'ai fait un condensé de ces propos sur 2 pages, mais peut-être juste dire en quelques mots que lorsqu'il y a un trauma qui vient d'une violence, quelle qu'elle soit, sexuelle, physique ou psychologique, donc il y a ce phénomène qui amène les trois souvent, sidération, dissociation et mémoire traumatique. Cette sidération qui fait que c'est euh, comme la gazelle qui est prise dans la bouche du lion, elle va être en sidération, c'est-à-dire elle fait la morte. Donc il y a quelque chose qui se débranche en fait. C'est la partie dans le corps qui est l'amygdale Mhm. cérébrale, qui, vu cet énorme stress, et que si elle déconnectait pas, il y aurait trop d'hormones de cortisone, par exemple, qui peuvent créer la mort de l'organisme. Donc pour protéger l'organisme, le cœur, les poumons, fait disjoncter l'amygdale. Et du coup, à ce moment-là, on n'est plus capable de répondre. On peut ne plus être capable de parler, on peut ne pas être capable de se défendre, de crier. Parce que, du coup, les gens disent, ouais, mais les victimes consentantes, c'est juste que la personne, elle est en sidération. Mhm. Et donc, il y a une coupure, une anesthésie au niveau émotionnel, au niveau ressenti physique. On ressent plus la douleur. On a l'impression que justement, on vit la situation, on voit la scène depuis en haut, on est dans la dissociation. Donc, on n'est plus là pour sentir. Et Mhm. souvent, il y a l'amnésie traumatique, donc c'est la mémoire traumatique qui est pas intégrée, et c'est ce qui fait que les gens qui ont vécu des traumas, quels qu'ils soient, en tout cas beaucoup dans l'enfance, mais même des fois jeunes adultes, qui a ces amnésies traumatiques, qui vont revenir dans différentes situations, lors d'une situation similaire, des fois après des opérations, des anesthésies générales, les gens retrouvent les souvenirs. En tout cas, il y a plein des rêves, voilà, ou donc notamment aussi dans des états modifiés de conscience que des Mhm. remontées de souvenirs. Voilà. Et voilà, en quelques mots, mais c'est mieux dit que ça avec les propres mots de Muriel Salmona. Oui, mais merci. Ça me paraissait important de le mentionner, d'abord pour que les gens savent que c'est normal d'oublier, c'est normal qu'il y ait une amnésie, Mhm. que du coup après il y a des symptômes qui signalent qu'il y a quelque chose qui a été oublié, mais aussi que il est normal à un moment de frapper la sidération. C'est pas une faiblesse, Ouais. c'est pas que les gens sont faibles ou pas courageux ou quoi. Il y a quand on est devant quelque chose qui est trop violent, il y a, Mhm. il y a une sidération, voilà, Ouais. qui rend Violent ou incapable surprise de aussi. réagir, incapable Ouais. de dire non, incapable Exactement. voilà. Exactement. Et juste peut-être que je voudrais rajouter par rapport à ça, que même si ça s'est passé il y a longtemps, il y a des séquelles de ça encore. Moi, je parlais à quelqu'un qui a été violé pendant plusieurs années, euh, adolescente et après dans son mariage, et qui encore, 30 ans après, quand quelqu'un élève un peu la voix vis-à-vis d'elle, elle fige, elle part dans le figement. Et elle est incapable de répondre et de se défendre. Donc là, il y aurait besoin parce que c'est neurobiologique, quoi. Je veux dire, les autoroutes neuronales sont encore là. Il faut que ça soit retravaillé avec des mises en situation. Elle est capable de sortir sa voix, s'affirmer, dire non, stop, ça suffit. Voilà ce que je pense. Mais voilà, ça aussi, la perte de la voix, de l'expression, hein, c'est une conséquence importante. Mais du coup, c'est un indice aussi, le fait de sidérer quand quelqu'un, par Oui, exemple, hausse le ton, oui, peut signaler qu'on a un jour vécu une sidération. oui, Voilà. oui, Une autre des annexes, la suivante que tu amènes est aussi très importante, utile pour la réflexion de tes lecteurs, tes lectrices. Tu amènes les critères de discernement pour repérer les mécanismes d'emprise. Tu proposes, encore une fois, je crois que c'est un texte que tu as repris avec la permission de l'auteur, mais tu amènes des éléments qui permettent de repérer quand on est dans une relation toxique, une relation d'emprise. ouais, ou une situation. Oui, effectivement, c'est un texte de Robert Emery, extrait de son livre Vivre dans la beauté. Et
moi, c'est vrai que j'ai vécu de mes 23 ans à 34 ans dans une communauté avec un gourou, dans une secte, avec abus de pouvoir. Et il y a eu des abus sexuels et des abus de pouvoir, des abus spirituels. Et voilà. Mais j'ai décidé de pas trop le développer dans le livre parce que ce n'était qu'une conséquence des premiers abus, parce qu'on se remet dans des situations d'abus. Mais j'en ai mis quand même une demi-page. Et je trouvais que le texte de Robert Emery était tellement bien écrit que j'avais pas besoin de le réécrire. Mais euh, lui, il l'a écrit dans le cadre de repérer les emprises spirituelles avec des gourous, des porteurs d'enseignement, mais ça peut être élargi même à l'abus, l'emprise politique, l'emprise médicale, l'emprise médiatique, etc. Euh, voilà, donc j'invite vraiment le lecteur à aller le lire. C'est extrêmement bien fait. Mais en quelques mots, souvent c'est des gens qui disent savoir mieux que nous ce qui est bon pour nous. Ça, c'est une clé. Ça, une clé qui ne, voilà. Un bon thérapeute ou une personne bienveillante doit toujours encourager l'autre à sentir ce qui est juste pour elle, non pour lui. Voilà. Ça me paraissait un point important à souligner parce que une personne qui se questionne finalement sur l'abus, sans être certaine d'avoir été abusée ou pas, peut à travers les réflexions que tu amènes, la lecture de leçons de vie et ces réflexions que tu amènes, repérer des indices qui l'aideront éventuellement à cerner, peut-être pas un abus dans le passé, mais au moins des situations aujourd'hui qui sont des situations abusives, des situations de sidération. Mhm. Merci Fleur-Lise. Moi j'ai fait le tour à peu près des questions que je voulais te poser. Il y en aurait encore plein d'autres. Oui, oui, Euh, je voudrais passer la parole aux personnes de ton comité de relecture qui sont parmi nous. Mais est-ce que oui. toi, tu as quelque chose à ajouter avant? Éventuellement, j'ai deux, trois petites choses qui me viennent en tête là, mais je préfère qu'on passe effectivement qu'on passe à Cornelia, à Marie-Ange de mon comité de relecture. Ensuite, s'il y a des questions, des témoignages, puis après, je reviendrai un petit peu sur les petites choses que j'aurai en tête à ce moment-là. Alors, oui, je vais inviter, je vais inviter Cornelia, peut-être à venir parler, nous dire qu'est-ce que vous avez trouvé en relisant ce livre, est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez envie d'en dire aux personnes qui nous écoutent. Bonjour Cornelia. Salut, Fleur-Lise. Merci d'être Eh là. bien, avec plaisir. Oui. Alors, je suis un peu émue parce que c'est vrai que moi, je trempe professionnellement dans les abus depuis 1999, donc 99. Euh, j'ai été parachutée euh, lors de ma formation de médecine psychosomatique parce que je suis donc médecin. Et puis, j'ai fait une formation supplémentaire de psychosomaticienne. Et là, dans un des cours, la dame qui présentait le travail, le stage, nous a dit que 3 enfants sur 10 vivaient une fois au moins un abus sexuel dans leur vie. Et alors là, tout s'est effondré parce que jamais j'avais imaginé ça, quoi. Bon, j'ai eu un double choc. J'ai eu le choc personnel parce que 3 enfants sur 10, je voyais les classes de mes gosses où il y avait Mm. 20 enfants dans chaque classe et je me disais, donc il y en a 6. Et ce sont lesquels? Et puis, ben, je ne savais pas. Je me suis dit, voilà, donc personne ne parle, personne ne... Et puis, j'ai vu aussi mes 2000 patients. J'avais des médecines générales et je me suis dit, mais alors, c'est lesquels? Et là, je me souviens d'une seule. Une seule qui avait raconté un viol absolument sordide, épouvantable. Donc, je me souvenais de ça. Je n'avais plus que compatir. Et puis, je n'ai pas su quoi faire. Parce qu'en médecine, on n'a jamais eu une seule heure consacrée à ce sujet. Donc, il n'y a aucun médecin qui sait ce que c'est qu'un abus sexuel, qui sait comment ça s'exprime, qui sait le diagnostiquer, qui sait comment le traiter. Il n'y a personne qui sait rien. Mm. Et donc là, j'ai eu le choc professionnel aussi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mm. Et je dois dire que ça continue parce que j'ai eu un entretien la semaine passée avec mon médecin traitant qui est une toute jeune qui vient de sortir de l'université
Et je lui en ai parlé, il m'a dit, mais nous non plus. Donc, même aujourd'hui, Voilà. il n'y a pas une seule heure qui est consacrée en médecine à ce sujet. Et donc, c'est dramatique parce que quand les patients arrivent chez le médecin, bah, déjà, ils ont les conséquences de toutes ces années d'abus qui sont tues, qui sont gardées à l'intérieur et qui font des ravages. Et que quand ils ont des symptomatologies, personne n'arrive à faire le lien. Et ça, c'est dramatique. Et moi, donc, à cette période, j'ai été tellement choquée, donc me suis dépêchée de faire toutes sortes de recherches. Et là, je suis tombée sur un livre qui a changé complètement ma vie professionnelle. C'est le livre du professeur Ghislain Devreude, qui était chirurgien colorectal québécois, qui devait donc passer sa vie à couper des côlons et des rectums, parce que voilà, il y avait des cancers, enfin toutes sortes de choses, qui était aussi un enseignant, puisque c'était un professeur d'université, mais qui, avant d'aller faire ses opérations délabrante, chaque fois demandait parler avec les patients pour essayer de comprendre qu'est-ce qui leur était arrivé. Et là, il a été sidéré de voir que plus de la moitié de ces patients avaient subi un abus sexuel. Donc, il a écrit ce livre qui a complètement changé ma vie, ce que les mots de ventre disent de notre passé. Et alors là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, OK, donc j'ai commencé à poser des questions et j'ai trouvé tous ces patients, ils étaient là. Et je me souviens d'une qui me disait, mais chaque fois que je viens, j'ai envie de vous parler. Et chaque fois que je pars, je n'ai pas osé. Donc voilà, on est vraiment devant cette omerta, devant et vraiment le tabou qui fait que ça passe même pas chez les professionnels. C'est dramatique. Et donc là, j'ai juste envie de dire ça parce que c'est vraiment ce qui m'a éclairé le plus. Parce qu'après, j'ai développé le monde de l'abus. J'ai donc écrit un livre en 2008, Sommes-nous tous des abusés? Donc c'est comme ça que Florlys m'a trouvé. Où je dis, mais finalement, il y a trois formes d'abus. Il y a les abus sexuels, les abus physiques et les abus émotionnels. Et donc, avec quand j'ai commencé à faire des recherches et que je suis tombée sur les travaux de Ghislain Devreude, il parle à un certain endroit, il parle du syndrome cloacal. Et là, ça m'a fait tilt parce que le cloaque, c'est une petite membrane sur l'embryon qui a 6 semaines de gestation. Il y a une petite membrane qui va donner les 3 systèmes ensuite. Le système urinaire, le système génital, le système anal. Et que donc le corps garde cette mémoire embryologique et qu'ensuite, il va faire les symptômes n'importe sur lequel de ces systèmes-là. Du moment que c'est un abus sexuel, ça peut prendre l'une des trois formes. Et ce qu'on voit, donc, finalement, quand on comprend ça, on voit que, en fait, les symptômes, ils se déplacent tout le temps. Ça, c'est urinaire, ça, c'est anal, ça, c'est vaginal, ça, c'est balanite. Enfin, ça se déplace tout le temps. Chaque fois qu'on donne un traitement, ça passe sur l'autre système. Parce que, en fait, la mémoire, elle est restée, c'est la mémoire du corps embryologique. Et elle nous dit chaque fois, non, non, mais il y a un problème d'abus, il y a un problème d'abus. Et c'est vraiment ce déplacement des symptômes qui m'a tellement éclairée. Donc, ça, voilà. Donc, je voulais parler de Ghislain Devreude parce que vraiment, il m'a fait progresser comme ça. Et là, je suis juste en train de sortir un nouveau livre et je lui ai vraiment écrit un hommage qui sera Super. vraiment dans le beau livre. Parce que franchement, il faut que ces travaux ressortent. Parce Super. que ça, au moins, ça va ouvrir le regard des médecins. Ouais, C'est super. ça qui est Merci très pour ta contribution à ce niveau-là. Merci beaucoup. pris. Merci, Madame Gauthier. Mais alors, Avec plaisir. derrière vous, moi, quand vous parlez de cette omerta, de cette loi du silence, moi, je trouve remarquable que Fleur-Lys
amènent ces leçons de vie parce que Oui, c'est on a sûr. des personnes abusées qui vont écrire des livres, ce sont des livres de dénonciation et ça ajoute au tumulte. Hein, vous savez, on a pas mal de livres comme ça en France qui ont été écrits sur des situations abusives et qui, bon, bah, c'est tout à fait légitime, dénoncent ce qu'elles ont vécu. Mais une personne qui peut offrir des leçons de vie tirées de son processus de Ouais, guérison, c'est utile pour les thérapeutes, les accompagnants, c'est utile pour les personnes oui. abusées ou les personnes qui peuvent se questionner. Je, je salue pour ma part, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quelque chose d'assez unique finalement Oui, dans cette oui, mais lecture. l'ouvrage de Fleur Lise, c'est vraiment extraordinaire parce que d'abord, il est extrêmement bien construit. Hein, on voit tout le travail qu'il y a derrière. euh, Il n'y a pas un détail qui est oublié. Donc, c'est remarquable. Remarquable. Et j'ai beaucoup de plaisir, en fait, à le lire. J'ai fait beaucoup de... Mais ça Hmm. c'était mais en fait, il est entièrement juste. C'est ça que je voulais dire. Hmm. Et dans tous Merci. les sens. Et donc, c'est une mine d'informations. Et faut vraiment le faire suivre, quoi. C'est génial. Vraiment, bravo. Et j'aimerais être une de ces victimes qui tombent sur ce livre et qui tout à coup se dit, waouh, alors maintenant je comprends tout. Et puis aussi, je salue le travail remarquable de ta thérapeute, parce que ça, tout le monde, tous les thérapeutes ne prennent pas les patients dans les bras. Hein. Mhm. Mhm. Ça, Mhm. C'est vrai. moi, ça m'arrive assez souvent, ça Ouais, m'arrive assez souvent de faire ça, mais je crois ouais, on n'est pas beaucoup. Et on ouais, reste un peu sur nos fauteuils et nos divans, ouais. à dire ah, Mhm. Mais ça, là, à un certain moment, il y a besoin Mhm. du contact physique. Mhm. Il faut Mhm. dépasser les trucs freudiens où on doit chacun se mettre là-bas. Ouais, ouais, ouais. Voilà, il faut le contact Oui, vraiment avec le thérapeute. ouais. Mais merci de le Et nommer. Ça, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais oui, ça a été très important dans ma guérison. Oui. oui, c'était vraiment un thérapeute extraordinaire. Moi, parce que vu que je soigne beaucoup de gens qui ont vécu des abus, je pouvais voir comment ils s'y prenaient. Je disais, waouh, c'est génial. Mm. Donc, non, vraiment, Et puis, rebondir aussi sur la thérapie de groupe. Moi, j'ai fait beaucoup de psychodrame Moreno et j'ai vu comment l'interaction aussi avec le groupe, et ça, c'est très fort. Donc, c'est bien aussi d'avoir l'approche individuelle, d'avoir l'approche de groupe. Ouais, super. Et même dans les états de conscience modifiés, hein, ouais, c'est vraiment super, c'est très Ouais. complet. Ouais, merci beaucoup, Cornélia, en tout cas, d'avoir été sur mon comité de relecture et pour ta Tant présence ce pis, avec soir. plaisir, Merci beaucoup. Merci, avec Madame plaisir. Gauthier. Je trouve très important ce que vous soulignez par rapport à cette capacité à prendre dans les bras. On en revient à ce qui a été blessé dans le lien et guéri Mhm. dans le lien. Hein. Mhm. C'est cette Mhm. capacité de relation qui est guérie. Oui, c'est ça. Et Ouais. puis, moi, j'ai des thérapeutes qui ont lu mon livre ou des étudiants en thérapie qui me disent, certains me disent, ça me donne l'autorisation de vouloir prendre mes patients, mes thérapiens dans les bras, mais c'est pas tout le monde qui a cet élan-là, mais ceux qui ont l'élan, ils vont pas s'en priver maintenant. Puis il y en a d'autres que c'est pas leur truc et ça ira très bien. Mais moi, j'ai eu besoin énormément de cette réparation. Donc, je décris en détail dans le livre, ouais, l'importance des Oui, bras. maintenant. Bon, super, merci. On va peut-être faire venir Marie-Ange. Oui, je vais Merci, appeler Marie-Ange. Merci beaucoup, Madame Gauthier. merci. Alors, Marie-Ange, je vous invite à nous dire qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce livre que vous avez lu 7 fois, je crois. Vous nous disiez tout à l'heure. Alors, on vous entend pas. Ah, il faut qu'elle. Non, voilà, je Voilà, c'est ça. réactive. Donc, 7 fois pour le moins. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Merci, Euh, Marie-Ange. je suis très émue aussi d'ailleurs d'être à ce moment-ci. Hmm, Moi, cette relecture m'a été terriblement précieuse au stade de chemin où je me trouve dans le chemin de réparation et de l'inceste et de différents abus qui ont suivi. J'ai eu un passé où j'ai mis longtemps avant de connecter au premier point d'abus, je vais dire à l'abus Premier. premier.
J'ai cru longtemps, j'avais connaissance de plusieurs types d'abus que j'avais vécus et j'avais très peu de douceur envers moi-même. J'étais terriblement dans le jugement de toujours retourner plus ou moins inconsciemment, parce qu'il y avait parfois des parts conscientes, dans des situations qui étaient vraiment néfastes pour moi-même, qui étaient très violentes en fait dans tous les sens du terme. Et j'ai eu la chance d'avoir de très chouettes thérapeutes, etc., mais je n'étais jamais retournée jusqu'à cet instant primaire du tout premier trauma. Parce qu'il y avait une mémoire traumatique qui était bien installée et qui n'a fui que un stade de vie où les conflits de loyauté diminuaient, c'est-à-dire que j'ai pu retrouver accès à ces parts de mémoire quand maman était vraiment tellement en fin de vie qu'elle n'était plus capable d'être assez éponge pour sentir ce qui se passait en moi. Et c'est vraiment un chemin de pacification à partir de là avec ma mémoire. J'avais une mémoire extrêmement développée sur des détails. Je ne comprenais pas très bien non plus ce fonctionnement. Il a fallu pacifier avec moi-même, avec ces parts qui avaient oublié, ne pas m'en vouloir, etc. Donc, ce chemin, c'est un chemin qui est long, hein, et la rencontre déjà de certaines choses avec Fleurlise m'a aidée dans le sens où j'ai rencontré Fleurlise sur les thèmes de l'Alzheimer et des bras dont parlait Cornelia avec justesse il y a peu de temps, où on est ramené l'humanité du toucher, autorisé dans un monde où on nous éloigne justement de tout ça, de cette part d'humanité. Ça m'a déjà été extrêmement précieux. Et dans le livre de Sortir du sillon de l'abus, je trouve que c'est aussi une des parts qui est bien amenée, c'est retrouver l'importance de ces liens sécures et sains. Que ce soit offert par les thérapeutes, par les accompagnants, par les personnes de l'entourage, en allant justement vers ce choix d'entourage. Donc déjà, ça c'est pour moi une clé magistrale dans le bouquin, et donc c'était un pur cadeau de vie d'être dans le comité de relecture. Ça m'a déjà énormément apporté. Et il y a aussi toute une conviction en voyant toutes ces clés qui sont mais tellement limpides, tellement fluides aussi, à recevoir et à lire et à approcher par toutes ces portes que tu ouvres. Moi, ça me convainc vraiment que ce livre est extrêmement porteur. C'est vraiment, pour moi, il est magistral, quoi. Je ne saurais pas vraiment répondre à la question de Jean, de qu'est-ce que ça m'a apporté, tant ça m'a apporté déjà. Wow, Y merci. compris même aujourd'hui, hein, dans le live, ben, j'ai mon petit carnet à côté de moi et il y a de nouveau des choses qui sont remontées, sorties. Et qu'est-ce que c'est précieux. Il y a aussi tout ce fait de trouver mis en mots très simples, ce qui ne veut pas dire du tout simpliste, très affiné, très ciselé, des mots qui viennent bien décrire clairement, de manière fluide, ce qu'on peut vivre et qui sont très guérisseurs en fait. Et très soutenants aussi dans les pistes à prendre pour non seulement pour soi-même quand on est dans le cas, mais aussi pour les gens qu'on peut accompagner d'une manière ou d'une autre. Pour moi, c'est une mine, mais une mine d'informations et de soutien à l'éveil de s'aimer soi et de revenir à soi. Ce qui, pour moi, n'était pas du tout un chemin simple et je suis toujours sur la route. Merci beaucoup, Maria. J'ai vraiment plaisir à y plonger. Merci, merci. Et ta notion, déjà rien que dans le titre, du fait de sortir du sillon de l'abus, je pense que c'est extrêmement important et ça aide justement et à comprendre les mécanismes de ceux qui sont dans ce sillon, que ce soit des personnes extérieures ou soi-même, parce que c'est vraiment ça, ce côté sillon dans lequel on est englué, où il y a cette forme de répétition,
tous ces phénomènes de réplique, un peu comme dans un tremblement de terre, et s'en extirper, c'est pas simple. Il y a une nécessité d'aide, et pour moi, ton livre est vraiment une aide, mais fabuleuse. C'est, la lecture de ce livre me permet de prendre aussi conscience d'être dans cet instant où personnellement, je suis à la sortie, en train de m'extirper de ce sillon. Je comparerais ça au bouchon sur une bouteille de champagne. Le moment où on tire et ce moment d'équilibre assez instable, encore plus sur une bouteille de vin, où on se dit est-ce que le bouchon va casser ou pas, et être vraiment à cette limite de l'éjection, et c'est vraiment un soutien, mais énorme, énorme. Merci beaucoup, merci Marie-Ange. Mais du coup, je Merci voudrais à toi, peut-être Florian. rebondir sur la notion de sillon. Oui, Si ça va pour toi, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. tout à D'accord. fait, tout à Ok. fait. Super. Je Oui, te alors, suis, mais pas dans un sillon. comment? C'est ça. Je te suis, mais pas dans un sillon, ce qui est magnifique. C'est aussi une des clés du livre, c'est la liberté que tu offres, la liberté d'approche, la liberté de réception. Et je t'écoute pour Oui. ton questionnement. Oui, oui, cette notion de sillon de l'abus qui est pour moi essentielle. Je me rappellerai toujours de ce jour. C'est ce jour-là où j'ai su que j'écrirais un livre, où j'étais en thérapie avec ma thérapeute, puis voilà, elle m'a invité à faire quelque chose que j'avais pas envie. En tout cas, c'est décrit dans le livre. Je vais pas rentrer, mais c'est pas ça le plus important. Et là, elle m'a dit, Florzy, si tu ne fais pas ça, si tu ne vas pas faire ceci, tu continues à creuser toi-même ton sillon de l'abus. Et là, ça a été un tsunami, une révélation. Et là, j'ai compris en une fraction de seconde tout ça, c'est-à-dire, oui, il y a les abus premiers, les abus dans l'enfance, tout ça. Voilà. Mais là, moi, en tant qu'adulte, je suis responsable de rester dans ce sillon, de continuer à le creuser ou d'en sortir. Parce que j'ai les deux. Si c'est moi qui décide si je creuse, c'est moi qui décide si j'en sors. Et donc, ça m'a donné un énorme pouvoir de me dire, voilà, maintenant, chaque fois, je me dis devant une situation, si je fais comme ça, est-ce que je creuse mon sillon ou je sors de ce sillon? Et donc, parce que c'est un sillon, parce que Tout à c'est un fait. sillon. Et pourquoi c'est difficile aussi, je l'ai pas encore mentionné, pourquoi c'est si difficile de sortir du sillon de l'abus et de l'abus en général, c'est que il y a beaucoup de fois où il y a des avantages liés aux abus. Et ça, c'est très pervers et c'est très subtil. Peut être dans même dans une relation de travail où on se laisse vraiment manquer de respect et puis on reste là parce qu'il y a ça, on a ça comme avantage et du coup c'est pas simple et ça demande une très grande exigence, une très grande intégrité de dire si je veux vraiment quitter cette situation d'abus, je vais aussi quitter tous les avantages qui vont avec pour vraiment nettoyer ça et retrouver peut-être ces avantages ailleurs, mais en tout cas, ils seront pas imprégnés d'abus. Et des fois, c'est pas simple parce qu'il y a des avantages, on se dit, oh, c'est pas grave, à nouveau, le c'est pas grave, j'accepte ça parce qu'il y a ça, mais tu acceptes ça et ça, c'est de l'abus. Voilà, donc, Oui, quelques oui. mots Et que ton je voulais livre dire. oui, ton livre et ton parcours éveillent vraiment bien sur cette part-là aussi. Et sur ça réveille en tout cas personnellement le côté prise de conscience que la part adulte, à partir du moment où on accepte qu'elle existe et qu'elle se développe Mhm, et qu'elle prenne la main, la mhm, part adulte a justement mhm. cette responsabilité, Oui. peut reprendre les rênes. Mhm, Et ça aussi, tu l'expliques, je trouve, très très bien. mhm, Et quant mais lapsus révélateur, je parlais des dommages collatéraux, et ce ne sont pas les dommages, ce sont les avantages collatéraux. Ce sont des avantages de tout genre. Également, l'avantage d'être dans la situation habituelle, connue, Mm. ce que certains appellent zone de sécurité, mhm, même si justement c'est une zone de sécurité dans une insécurité totale, mhm, euh, mais en tout cas où on sait intrinsèquement qu'on est en survie, donc on est capable de survivre là. Ça peut aussi être ça, cet avantage, de rester dans ce connu
alors que clairement, ce qui est à côté du sillon est bien plus Mhm. lié, mais inconnu. Oui, exactement. Merci de le souligner. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que Jean, tu peux peut-être nous proposer aux autres personnes s'il y en a qui ont des questions ou des Tout à fait. Déjà, un grand merci, Marie-Ange. un grand merci. Merci. Je peux Merci à vous dire deux. qu'un point important dans ce qui a été dit. Je soulignerai la question de la simplicité du langage qui rend accessible à tout le monde et qui me fait penser que ce livre pourrait être un excellent outil pour des thérapeutes en formation, pour arrêter de passer par que du matériel clinique, psychologique, Mhm. mais avoir vraiment quelque chose de. Mhm. Mhm. Puis, je crois qu'on vient de nommer quelque chose de très très important avec la responsabilité qu'on peut prendre et que le moi adulte doit prendre à un moment de sortir du Oui, sillon, de, oui. de sortir du connu, la zone de confort, construction identitaire. Mais en Mhm. effet, l'espace est ouvert pour peut-être le temps qui nous reste avant la fin de cette rencontre. Si vous avez des questions que vous voulez poser à Fleur-Lise ou d'autres sujets que vous voulez amener. Voilà. Aussi, il y en a qui ont lu le livre puis qui veulent dire quelque chose. Voilà. Faire signe. Si Je, vous- Oui. je suis entièrement d'accord sur la responsabilité de sortir de là. Mais il faut d'abord avoir les informations. Mhm. Parce que si on n'a pas les informations, on comprend absolument rien à ce qui Absolument. nous arrive. Tout à Absolument. fait. Donc, c'est pour ça que ce livre est très important. Je voulais juste te dire, Florlise, que je vais donc partager sur les réseaux sociaux. Enfin, tu as vu sur Facebook, mais Facebook, c'est pas très interactif. Par contre, sur LinkedIn, il a été vu plus de 1500 fois. Ah bon? Ah Ah wow. ouais. Donc, Merci. ouais, ouais. Merci. Donc, Wow. voilà. Je le ressortirai occasionnellement parce que vraiment, je trouve vraiment très, très bien. Ok. Mais il faut avoir les informations et il faut avoir quand même des thérapeutes. Parce qu'on peut pas sortir tout seul d'une histoire comme ça, même si on a un livre incroyable, il y a besoin d'avoir quelqu'un ailleurs des fois, je prends un peu l'exemple des sables mouvants. Sur les sables mouvants, plus on bouge, plus on s'enfonce. Mm. Et il y a impérativement besoin d'avoir quelqu'un qui est plus loin, où c'est pas mouvant, Mhm. et qui va pouvoir nous tendre une perche et nous sortir de là. Mhm. Parce que tout seul, on va Ah ouais. pas, on a Ouais, besoin de absolument. l'interaction et avec quelqu'un qui est neutre. Donc, c'est bien, par exemple, si on a l'entourage qui est compatissant et tout ça, mais ils sont pas assez neutres. Donc, il y a besoin vraiment du thérapeute pour Mhm. nous sortir de là. Mhm. Donc, les Mhm. informations, elles thérapeute. Et c'est vrai qu'après, ben, c'est la responsabilité, hein. On va faire quoi? Hein. Mhm. Et Mhm. on a le choix de pas faire, mais on peut aussi imaginer des étapes, des cycles où là, on n'est pas encore prêt, puis Mm. la vie nous amène encore autre chose, puis on n'est pas encore prêt, mais la fois d'après, paf, on va sortir. Mhm. C'est progressif quand même Mhm. aussi, hein. Mhm. Ah, Et, super, Voilà. merci pour cette précision. Merci. et là d'ailleurs, on OK. n'a pas à être abuseur envers soi-même, à vouloir se forcer à tout faire et être déjà arrivé avant d'être parti. Ouais, ouais, ouais. Ah Mhm. ben, c'est clair que les victimes, elles ont aussi pris l'habitude de diriger la vie contre elles-mêmes, hein. Voilà. Donc, en se sabotant, mais aussi euh, au niveau de la psychosomatique, elles se rendent malades. Donc, l'énergie négative qu'on dirige contre soi, Mhm. qui est celle qu'on devrait normalement diriger contre l'autre, et comme on fait pas comme ça, on fait comme ça, on en tombe malade. Donc là, ça, c'est vraiment Mhm. mon domaine Mhm. où on apprend de la thérapie émotionnelle à sortir les choses pour ouais, se vider, se vidanger de Mhm. tout ce toxique et ce poison qu'on a ramassé. Voilà. Mhm. Absolument. Ça fait partie aussi de la thérapie que j'ai vécue à beaucoup Oui, exprimer la colère, effectivement. oui, Absolument. oui, Très, très j'ai important. vu, Très important. nettement, ouais, ouais, D'accord, c'est mais bien. merci. Je sais pas si Daniel Mhm. veut dire quelque chose ou Patricia. Puis après, je vais peut-être donner quelques informations de conclusion ou trouver le livre, peut-être une petite actualité avant de. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole ou pas? L'abuseur, il faut vraiment comprendre, c'est quelqu'un qui était profondément
abîmé, mais au plus profond de lui-même, carrément dans son identité. Ouais, Et il est très inaccessible là. Et ouais, moi, j'ai donc beaucoup, beaucoup d'empathie pour le petit enfant qu'il a été c'est ça, et pareil. qui était à ce point-là abîmé. Ouais, Mais pour l'abuseur là maintenant, on peut plus oui, rien, quoi. Voilà, il n'est pas accessible. Autrement, on le ferait, d'accord. bien sûr. D'accord. Bah, écoute, merci Cornelia. Marie-Ange qui demande la parole et puis je sais pas, Jean, si tu peux couper le micro de Daniel parce qu'on l'entend taper à l'ordi. Je sais pas si tu. Alors, je vais passer la parole à Marie-Ange, oui. Ouais, ok, Ensuite. super. Puis on verra si on a le message de Daniel après. Oui, merci. En fait, moi, ce que j'entends dans ce que Patricia dit, ce n'est pas le fait d'avoir, c'est pas dans le lien à l'abuseur en attendant qu'il reconnaisse, etc. Euh, c'est un sentiment que je partage beaucoup et qui m'aide à faire la paix aussi avec ce que j'ai vécu. C'est le fait que ces abuseurs que nous croisons ont une utilité, sans pour ça aller la chercher, évidemment, mais ont une utilité dans notre construction. Le fait de les croiser et de les croiser avec répétition dans notre vie nous envoie vers cet endroit à soigner. C'est plutôt ça que j'entends. Donc, c'est pas dans le sens de vouloir soigner et réparer l'abuseur, mais c'est le fait que l'utilité des abus successifs qu'on vit, abus différents, hein, mais qu'on vit justement en réplique de séisme, euh, ils ont vraiment leur sens et les repérer aide aussi à comprendre où on a besoin d'aller se soigner et s'aimer. Merci pour ça, Marie-Ange. Je peux Merci juste beaucoup. ajouter une petite chose là, parce que je pense que c'est comme si on disait que l'abus était nécessaire pour qu'on arrive à se comprendre, mais en fait, on pourrait imaginer qu'on n'ait pas besoin des abus. Parce que moi, je regarde, par exemple, mes 5 petits-enfants qui sont élevés, mais vraiment dans le respect de l'enfant, avec des limites tout à fait adéquates et ça. Mais en fait, ils sont pas dans un système abusif. Et en fait, ils se développent tellement magnifiquement que je pense que s'ils subissaient des abus, ils seraient beaucoup moins développés que ça. Donc, je suis pas sûre que l'abus soit une bonne chose au départ. Maintenant, Non, le problème, c'est Clairement qu'elle est pas. là. D'accord? ouais, Alors, quand elle est là, ben, qu'est-ce qu'on Voilà. fait? Mais c'est il faut ça. qu'on aille vers un monde, Bien il faut qu'on sûr, tende vers un absolument, monde où il n'y a absolument. plus les abus. Bien D'accord? sûr. C'est pour ça que je travaille, c'est pour ça que tu travailles aussi, Marie. Et il faut qu'on sorte du monde des abus, carrément. Là. Tu disais des sillons, mais vraiment, Mhm. déjà Mhm. dans Et la la clé pour manière ça, avec laquelle et, on élève nos enfants. et la meilleure clé pour protéger nos enfants et nous-mêmes de l'abus, c'est de grandir dans l'amour et le respect de soi. Parce que quand on s'aime, on se Super. respecte, on dit non. Sauf bien sûr quand on est enfant, on peut pas se défendre, mais quand même, déjà même apprendre aux enfants. Une chose aussi importante, ça serait à poser dans les familles l'interdit de l'inceste, de le poser haut et fort, clairement. Parce qu'il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup d'inceste frères et sœurs. Et si c'était posé, ça, ben, les enfants se diraient, ben non, c'est pas normal ce qu'on vit, parce que moi, j'ai aussi vécu des attouchements de la part de mon frère. Si j'avais entendu ça, j'aurais pu dire, ah non, ça, c'est pas normal. Donc, c'est très important. Ah bon, papa, il doit pas avoir de relation, des attouchements avec ma sœur et tout ça. Il faut que ça soit posé, posé très très fort. Et déjà Oui. ça, je pense qu'on éliminerait, soit on éliminerait, ou en tout cas les enfants dénonceraient plus tôt, ou voilà. Ouais, et du coup, on passe du sillon qui a quelque chose d'individuel, mais à quelque chose de collectif, de beaucoup plus vaste. C'est bien ce Oui, Oui, monde sans abus qu'il s'agit de guérir. Pour ça, oui, il s'agit de sortir de la loi du silence. Pour oui. ça, chacun a un travail de conscience, d'amour, de respect de soi à faire. En effet, hein, il ne s'agit pas du tout de valoriser l'abus comme constructeur de la personnalité. C'est Clairement pas. On peut parler de la résilience, c'est-à-dire que heureusement les gens arrivent à surmonter l'abus, c'est possible. Le livre de Fleur-Lise en témoigne. Patricia envoyé un petit message pour dire elle était bien comprise par Marie-Ange. Marie-Ange a Ouais, bien, bien réexprimé ce qu'elle voulait dire. Je crois que ça touchait aussi à l'abuseur en soi. J'ai l'impression qu'on a abordé un sujet qui ouvrirait hein, ouais. aussi une autre étape
Une autre. de la guérison, c'est de rencontrer l'abuseur à l'intérieur de nous, puis de le pardonner, de le guérir. Voilà. Euh, on touchait aussi au fait que c'est dans l'instant présent, hein, c'est dans nos liens dans l'instant présent qu'on peut repérer des traces de ce passé, de tout ça. C'est dans l'instant présent qu'on se guérit. Mhm. C'est très très vaste tout ce qu'on a touché. J'espère que ce sera, je crois que ce sera utile à toutes les personnes qui écouteront cette vidéo. Il y a beaucoup d'éléments d'information. Fleur-Lys, tu voulais amener peut-être un mot de conclusion et puis tu voulais nous parler je crois encore de quelque chose, d'une activité. Oui, peut-être voir juste avant qu'on clôture, je veux juste savoir si Daniel a envoyé un message ou si on essaie de lui redonner la parole. Ça me gêne un peu qu'il n'ait pas pu s'exprimer. Est-ce qu'on réessaye? Eh Parce bien, que Daniel, on va essayer, bien si tu sûr. nous entends, Je voulais parler de quelque chose de très anodin, mais ok. je peux rapidement le dire, un des effets du livre qui, euh, qui ouvre des portes, puisque c'est de ça dont on parlait, et qui peuvent aussi ouvrir des portes sur, sur tous ces petits abus anodins que nous subissons ou que nous faisons subir chaque jour à notre entourage et dont tu as un petit peu parlé en parlant des abus politiques, des abus médiatiques, etc. Et qui sont tous ces petits abus où finalement on prend un peu le dessus dans une situation sans véritablement mettre en avant notre humanité, mais plutôt notre ego. Et je voulais dire que ce livre, il m'a fait cheminer dans ce chemin-là, et, et en m'éclairant d'une part, et puis surtout, évidemment, en m'apportant les clés de résolution, et c'est pas lié à forcément un très, très gros traumatisme d'abus, même si effectivement il y en a eu un chez moi, mais, Mhm. mais, mais il avait aussi Cette fonction-là? Ah, on t'a perdu. On t'a perdu. Ah, ben écoute, on t'a perdu, mais en tout cas, on a compris, en tout cas, j'ai compris l'essentiel de ton message. Je te remercie beaucoup parce que oui, en fait, il y a ces gros abus, ces grosses pierres, et puis après, tous ces petits abus très subtils que l'on peut subir ou qu'on peut faire subir à d'autres parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais je suis allée aussi voir, moi, quand est-ce que je pouvais être abusive, comme notamment je mettais de la pression sur quelqu'un pour qu'il aille dans la direction que je veux, pour obtenir ce que je veux. Donc, voilà, c'est des formes d'abus. Donc, c'est vraiment comment éduquer un monde de respect, un monde de bienveillance, euh, voilà, puis un monde d'écoute et d'amour de soi. Donc voilà, c'est c'est plein de subtilités. Merci Daniel pour avoir apporté ça. Ben, Jean, si j'ai toujours la parole, bon, peut-être dire en tout cas merci à toutes les personnes présentes, euh, puis voilà, les personnes qui réécouteront le replay, pour dire que donc le livre, c'est un livre en auto-édition, qu'on peut le trouver en librairie si on le commande en donnant le titre et mon nom. Donc, je suis distribuée par Cyberscribe. Normalement, la librairie devrait le trouver. Sinon, on peut le trouver sur Amazon et sur la Fnac.com, soit en livre broché ou en e-book. Voilà pour les informations pour le livre. Et dire aussi que j'ai une actualité aussi qui est pas nécessairement liée au chemin de l'abus, mais en tout cas, chemin d'amour et de respect de soi. J'offre une retraite qui s'appelle Oasis Douceur du 8 au 12 mai dans la Drôme, où on va aller s'offrir cette douceur respectueuse pour nous et aussi avec les autres, en toute humanité et en tout voilà respect, parce que on est des êtres d'amour et de tendresse, et ça fait du bien de pouvoir contacter cela et de pouvoir l'exprimer. Voilà, donc et je voulais te remercier, Jean, de m'avoir proposé à nouveau de m'interviewer, d'avoir cette conversation simple et conviviale et profonde à la fois, qui me permet de m'exprimer, de rencontrer des gens et de faire passer ce message. Et voilà, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, c'est ma contribution. Et voilà, comme disait Cornelia, œuvrons à faire un monde qui un jour n'y aura plus d'abus. Merci Fleur-Lys. Moi, c'est un plaisir hein, de t'offrir, ouais, d'ouvrir cet espace avec toi. Moi, j'adore accompagner des processus créatifs. On a eu l'occasion de Oui. parler de ce projet.
enfin voilà. Et pour moi, c'est justement, je trouve ça intéressant qu'on termine sur cette note où on met moins l'accent sur le négatif, ce qui va pas, ces abus malheureusement, que sur le projet positif d'éduquer hein, Mhm. au respect, à la conscience, à l'amour de soi. Donc, Mhm. je trouve que ça complète merveilleusement bien notre rencontre ce soir. Merci beaucoup. Ouais. Bah, super. Et peut-être juste dire pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui vont écouter par la suite, que j'aurai un nouveau site internet d'ici la fin de l'année, qui ça sera fleurlisemonastris.com. Mais en attendant, j'ai 2 sites internet, la voix du murmure, voie.com et au cœur du chant.com et ma page Facebook. Voilà. Donc, pour me retrouver. Je partage ce petit mot de Patricia qui t'envoie un message qui dit merci infiniment de partager ta vulnérabilité, ton humanité. Je suis très touché. Merci encore et félicitations de ce chemin de lumière et d'amour. Je me joins complètement à ces remerciements. Marie-Ange qui nous parle d'éduquer en ouvrant, en clarifiant les paroles, aideront à démonter les charrues. Que c'est bien dit. Merci beaucoup. Merci à Et vous merci tout le monde. tous. Et puis toi aussi, Jean, ben, merci infiniment pour ta présence, pour ton soutien dans l'écriture de mes livres. Voilà. Et pour cette interview. Merci, Fleur-Lise. OK. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup.